politique au Cameroun qui a été célébré le 6 novembre dernier. Nous saisirons l'opportunité de cet événement pour apprécier le bilan de l'homme du 6 novembre 1982 à la tête du Cameroun, une mandature qui n'aura pas été un long fleuve tranquille. Voilà pour ce qui est des thématiques inscrites à l'ordre du jour. Ce dimanche, cette émission, comme tous les dimanches, admettra l'interactivité. Vos réactions seront donc recueillies uniquement par SMS et par WhatsApp au 695 38 79 46, 695 38 79 46 et le 651 94 11 31. Le code de conduite ici reste inchangé. Ne rien dire pour plaire, tout dire pour construire. A tout de suite. Et pour parler de toute cette thématique inscrite à l'ordre du jour de cette émission ce dimanche, quelques-uns des invités conviés nous ont déjà rejoints. Je vais commencer par Salmon Béas, qui est là pour le compte du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Salmon, merci d'être venu ce dimanche. C'est moi qui vous remercie, Yves Sanjo, de m'avoir convié à cet échange. J'espère bien qu'il sera constructif et je salue au passage mes copanélistes avec lesquels je vais croiser le verbe. Et aussi, je ne manquerai pas de saluer les Camerounais d'ici et d'ailleurs qui, n'est-ce pas, sursoivent à leurs nombreuses préoccupations pour s'arrimer à la construction nationale par la suivi quotidienne des débats publics et des panélistes aguerris à la tâche. C'est un honneur pour moi d'être sur ce plateau ce dimanche. Merci Salmon d'être là ce dimanche, d'ailleurs très ponctuel. On dit également merci et bienvenue à Olivier Borel, qui est là pour le compte du Peuple Uni pour la rénovation sociale, cadre de cette formation politique présidée par Serge Espoir Matomba. Merci d'être venu, mon cher. Merci Yves de m'avoir invité et d'avoir invité notre parti. Je dis également bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission et également à mes copanélistes et vivement que l'émission apporte quelque chose de nouveau aux différentes personnes qui nous regardent. Merci. Juste à proximité de vous, on a donc Gabriel Gomsi qui est là pour le compte du Social Démocratique Front, le parti du tiers-man Nidion Frondi. Gabriel, bon dimanche et merci de nous avoir rejoints. Bonjour Yves et bonjour à tous les copanélistes. Bonjour aux téléspectateurs. J'espère que nous allons avoir des échanges beaucoup plus conviviaux et pour le bien de l'échange de la démocratie. Merci. On espère que les deux autres invités annoncés ce dimanche prendront le train en marche. Il s'agit de Léopold Diamé, qui est le président régional de la jeunesse présidentielle à Presby, mais également Charles-Élie Zanzan, qui est le président de la section du RDPC Voury 2e, mandaté par sa formation politique pour prendre part au débat dominical. On va donc ouvrir rapidement ces échanges ce dimanche avec la deuxième thématique. On parle donc de cette convocation des députés pour prendre part aux assises de Yaoundé. Il s'agit de la session du mois de novembre. Le décret porte la signature de Kavaï Dibril depuis pratiquement la semaine dernière. Un arrêté du président de la Chambre basse du Parlement bicaméral du Cameroun annonce la tenue de la session du mois de novembre. Les députés, en tout cas, y sont conviés. Et de cette session-là, des attentes sont bien nombreuses, s'inscrivant dans la foulée du grand dialogue national qui s'est tenu au Palais des Congrès de Yaoundé. Sur cette question, je vais peut-être commencer par Salmon Béas. Cameroun Tribune, qui évoquait cette thématique cette semaine, parlait d'une session qui pourrait s'avérer décisive compte tenu du fait qu'elle s'inscrive pratiquement à la fin d'une législature qui aura été bien longue pour ce qui est des députés.
Yves Sanjo, je ne parlerai pas comme Cameroun Tribune d'une session décisive. Permettez-moi, je voudrais si bien préciser pour les téléspectateurs qui nous suivent que le Parlement camerounais qui est en place, en l'occurrence la Chambre basse, n'est-ce pas, l'Assemblée nationale, a bénéficié d'une rallonge, n'est-ce pas, de mandat suite à ce que le calendrier électoral n'a pas été respecté compte tenu des enjeux sociopolitiques qui se sont offerts dans le champ politique camerounais. Je voudrais commencer à préciser que depuis 2014, nous sommes sur la voie, n'est-ce pas, de la crise Boko Haram dans le nord, de la crise des anti-Balaka à l'est, et aussi en 2016, de la crise dans le Nozo qui a des conséquences que nous connaissons aujourd'hui. Je ne voudrais pas occulter la crise post-électorale à l'issue des élections du 7 octobre 2018 qui, connexées aux autres crises, ont plongé le Cameroun dans une certaine tourmente, bloquant les institutions, le système économique tout entier et plongeant le Cameroun dans un certain chaos. C'est dans cette logique que nous, les acteurs politiques, surtout ceux de l'opposition, avons demandé l'initiative qu'il y ait un dialogue national inclusif qui pourrait appeler tous les Camerounais sur la table afin de réfléchir de façon objective sur la résolution des problèmes camerounais. Je voudrais rentrer quelques années en arrière en précisant que quand la crise anglophone a commencé, les députés du Social-Démocratic Front en session ordinaire à l'Assemblée nationale avaient demandé qu'il y ait un débat parlementaire sur la crise anglophone. Je voudrais préciser que la majorité obèse du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui inonde cette Assemblée nationale, avait réfuté la possibilité qu'il puisse avoir un problème anglophone. Et cette demande pressante des parlementaires du SDF avait été battue en brèche. Nous avons eu donc comme bilan, avant la tenue du dialogue inclusif, 3000 morts, pratiquement des milliers de déplacés extérieurs et intérieurs, des écoles et des hôpitaux brûlés. Nous avons eu le deuxième employeur, la CDC, complètement au sol. Nous avons eu PAMOL au sol. Nous avons eu, n'est-ce pas, tout un système économique camerounais au sol dans cette région. Et contre les pressions diverses, M. Biya a donc convoqué le dialogue inclusif. Permettez-moi de chuter un peu pour que les téléspectateurs, oui, effectivement, que je chute. Lors de ce dialogue inclusif, on a évoqué l'article 62, alinéa 2, qui avait été déjà implémenté depuis les assises de 1991 sur la tripartite, sur la décentralisation qui n'a jamais été implémenté. 23 ans après, on nous ramène cet article sur la table pour enfumer une fois de plus la population. C'est pour ça que je ne crois pas à cette session de novembre. Oui. Je ne crois pas qu'elle sera décisive parce qu'elle ne va qu'accoucher d'une souris. Alors, Olivier Borel, sur la session qui est annoncée, il est vrai que c'est une session qui a la particularité d'évaluer et d'adopter le budget des 12 prochains mois de l'année au Cameroun, même si évidemment quelques projets de loi font souvent l'objet d'examen et d'adoption au cours de la dite session, mais la priorité étant l'adoption du budget de l'État du Cameroun. Certains y ont vu à travers cette session également l'urgence d'évoquer véritablement les résolutions du grand dialogue national qui s'est tenu à Yaoundé. Vous avez le sentiment que c'est le cadre indiqué pour prendre des décisions fortes à l'issue de cette grande concertation qui a mobilisé toutes les sensibilités sociales du Cameroun? Yves, moi ce que je pourrais te poser comme question si j'étais celui qui présentait l'émission, c'est que si ce n'est pas le cadre, c'est donc où le cadre? Je pense que la session parlementaire de novembre, bien qu'elle soit une session pour l'adoption du budget du Cameroun pour l'année 2020, devrait inscrire à l'ordre du jour un certain nombre de points, et des points assez importants. Parce qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on sache que le Cameroun est en train d'aller vers des eaux troubles. Je pense même que nous y sommes déjà dans ces eaux troubles et il est question qu'on puisse en sortir.
Et donc, j'appelle à la responsabilité de tous les députés, de quelque bord que ce soit, parce qu'ici aujourd'hui, le député est un député de la nation, il n'est pas un député d'un parti. Donc à partir de ce moment, chaque député est amené à prendre ses responsabilités et donc de pouvoir inscrire un certain nombre de points à l'ordre du jour. Chez nous, au plus, ce qui nous intéresse le plus dans cette session, que nous souhaiterons voir inscrit à l'ordre du jour, c'est la révision du code électoral. Parce que nous estimons aujourd'hui que nous avons assez vu un certain nombre de dérives. Je pense que, comme le disait mon copanéliste Salomon Béas du MRC, si nous avons constaté un certain nombre de dérives qui a entraîné le Cameroun à un moment donné vers un mi-chaos, c'est justement parce qu'à un moment donné, certaines personnes de ressources n'ont pas pu prendre les responsabilités, entre autres les députés. Et donc, nous estimons donc à cette session, il faudrait bien que les députés puissent prendre leurs responsabilités afin de pouvoir inscrire à l'ordre du jour un certain nombre de points. Donc, vous avez fait allusion les points du grand dialogue national qui sont tenus afin que le plus rapidement possible, cela puisse être implémenté. Parce qu'autrement dit, nous allons rentrer dans une autre forme d'inertie et évidemment continuer à faire grandir, n'est-ce pas, les conflits que nous vivons. Et également régler le problème enfin des élections. Parce que voyez-vous, avec le code actuel, comme le disait à une certaine époque, des Camerounais disaient, peu importe qui on met devant l'ancien président de la FECAFO, Mohamed, même si c'était Biya, il serait battu à l'élection de la FECAFO, parce que le code était biaisé. Et c'est la même chose qui se déroule aujourd'hui, le code est biaisé. Nous, au plus, nous demandons à ce que, pendant ces sessions, que des points, non seulement du grand dialogue, soient inscrits à l'ordre du jour, et également que le code électoral doit pouvoir être révisé afin de donner la chance et l'opportunité à tous les partis politiques et à tous les acteurs politiques pour les échéances qui sont en train d'arriver, dont les législatives et les municipales, afin que cela puisse donner la chance à tous les partis de pouvoir être représentés dans ces institutions pour mieux défendre la population et apporter également leur contribution à la construction du Cameroun nouveau. Gabriel Onsi, le social-démocratique front, à travers le ministre de la Communication, de l'Information et des Médias, pour être plus précis, du chef de cabinet, fait une sortie où il indiquait que votre formation politique sur la question des résolutions du grand dialogue national est suffisamment claire. Si des résolutions fortes ne sortent pas de ces assises du Parlement camerounais, vous entendez suspendre la présence de vos parlementaires dans ces deux chambres-là. C'est le cas? Oui, c'est une résolution. C'est une résolution du NEC qui s'est tenue ce vendredi, samedi dernier. Il est question justement que lors de la session parlementaire qui s'ouvre, qu'effectivement qu'on puisse avoir une lisibilité claire dans le cadre de la loi des finances, puisqu'il s'agit du budget. Il faut déjà voir clairement dans la loi des finances comment est-ce qu'on a injecté les 3 000 milliards qui doivent être destinés à la reconstruction du Nord-Ouest. Il faut avoir la lisibilité dessus. Il faut avoir la lisibilité des projets de loi qui portent justement sur la modification du code électoral. Et il faut avoir une lisibilité beaucoup plus précise sur les résolutions en général qui ont été prises lors du grand dialogue. Parce que le grand dialogue a été obtenu, comme l'a suffisamment dit le copanéliste du MRC, par des revendications que nous avons beaucoup menées, le SDF sur le terrain. Nous avons appelé le président de la République à cesser la guerre dans le Nord-Ouest, afin qu'on trouve une solution amiable. Nous espérons que le président de la République n'a aucun intérêt à se dérober des résolutions ou des recommandations du grand dialogue. Car il est grand temps que le Parlement puisse se mettre au service du peuple. Et si tel n'est pas le cas, évidemment, le SDF ne participera pas à l'Assemblée. Vous comptez ne pas toucher également les indemnités de session? Mais il va de soi.
Si nous refusons, si nous suspendons nos participations à l'Assemblée, ça donc veut dire les que députés du Social Democratic Front et évidemment les sénateurs, s'il n'y a pas de résolution forte à l'issue de ces assises du mois de novembre, de la session ordinaire du Parlement, vous entendez à la fois suspendre votre présence dans ces deux chambres et vous ne toucherez pas les indemnités liées justement à la session parlementaire. Il va de soi, Yves. C'est genre. Salmon Béas, sur l'une des propositions fortes qui tient à cœur au Social Democratic Front et en rapport avec la décrispation du climat sociopolitique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, il y avait la question du statut spécial à conférer à ces régions. C'est l'une des informations ayant filtré de la Commission de la décentralisation et du développement local. Le SDF suggérait de calquer le modèle québécois pour l'implémenter dans ces deux régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Au niveau du MRC, est-ce que vous avez un contenu que vous pourriez apporter à cette résolution-là pour la rendre plus pertinente, afin qu'effectivement l'on désamorce la désescalade dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun? Premièrement, Yves Sanjo, je voudrais rappeler que le MRC n'était pas, du moins à cette session ordinaire du RDPC, qu'on organisait à Yaoundé, qu'on a appelé Grand Dialogue Inclusif. De deux, comme nous n'étions pas là, nous avions envoyé un mémorandum qui a été rendu public et connu de tous les Camerounais, assorti, n'est-ce pas, de nos préoccupations par rapport au déroulement de ce qu'ils ont appelé Grand Dialogue Inclusif. Pour le cas spécifique, je voudrais rentrer en arrière. Des régions du nord-ouest. La position du SDF, qui est celui de calquer le modèle québécois selon le statut spécial qu'on aurait accordé, ou bien qu'on se projette d'accorder, n'est-ce pas, aux régions du nord et du sud-ouest, ne fait pas l'apanage du MRC. Parce que, jusqu'à présent, après l'issue de cette mascarade organisée à Yaoundé, il y a toujours les morts au nord-ouest et au sud-ouest. Salmon Béas, je veux des suggestions et des propositions. Je suis en train de vous dire, je ne peux être pas, au niveau du MRC. je ne peux pas. Maintenant, au niveau des propositions, on est dans une situation, on veut Sanjo, justement amorcer une désescalade. Le MRC propose quoi? Je suis en train de vous dire, de la Sanjo, c'est ce que je suis en train de dire. Et permettez-moi d'aller jusqu'au bout. Vous irez jusqu'au bout. Je suis en train de dire que nous n'avons pas participé à ça. Parce que nous n'avons pas proposé ce qu'on a proposé là-bas. Quelles sont vos solutions pour ce qu'eux, ils ont proposé, c'était effectivement de rentrer en 91 et de prendre un article, n'est-ce pas, dans ce qui avait été fait en 91 et qui n'a jamais été implémenté pour amener en 2018. Nous, au MRC, nous disons, l'essentiel quand on dirige un pays et quand on est acteur politique, c'est d'avoir la hauteur de proposer les solutions qui amènent à résoudre les problèmes. Quelles sont les solutions du Et dans le cas échéant de la crise anglophone, c'est du fédéralisme dont la zone anglophone a besoin. C'est de ça qu'il est question. C'est pour ça que le MRC, ce fédéralisme, vous l'évaluez à combien de temps? S'il vous plaît. Il faudrait qu'on soit très spécifique. Il faudrait qu'on soit sérieux. Moi, je parle au Camerounais. Ce n'est pas les individus qui m'intéressent. Sur le fédéralisme, qui est l'une des suggestions pour désamorcer le climat dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, quel type de fédéralisme? Celui des années avant 70, fédéralisme à 10 États, à 5 États, à 20 États, il faudrait bien qu'on avance dans les propositions pour qu'elles soient suffisamment pertinentes et que l'on comprenne la portée. Je vais vous expliquer. Le problème juridique qui se pose sur la table, c'est qu'effectivement, moi-même, quand j'étais en 6e, on m'a enseigné que le Cameroun francophone était indépendant en 1960 et le Cameroun anglophone a été indépendant en 1961. Sur la simple grille des lectures objectives, on se rend bien compte qu'il y avait deux Camerouns. Comment avons-nous fait avec le temps pour qu'on se retrouve à un Cameroun? Avons-nous invité tous les Camerounais à décider de cette appellation et à changer le statut juridique camerounais? Non. C'est pour ça que ce problème est arrivé jusqu'à nos jours. Et je pense que qu'il soit fédéralisme à 2 États comme en 1961 ou fédéralisme à 10 États, c'est le peuple camerounais souverain qui en décidera. Mais pour le moment, c'est arrêter la guerre au nord-ouest et au sud-ouest qui nous intéresse chez nous, MRC en particulier, et au Cameroun en général. Qu'est-ce qu'il faut faire pour désamorcer la guerre? Il faut passer, n'est-ce pas, de la décentralisation à la fédération pour que la population du Nozo, qui se sent aujourd'hui martyrisée, qui se sent absorbée, qui se sent battue dessus, qui se sent traînée comme des esclaves, puisse se retrouver de façon historique
ils présentent ce qu'ils ont toujours retrouvé, c'est-à-dire leur héritage historique, leur façon de se gérer, leur identité communautaire et tout ce que ça peut consulter, leur façon objective de gérer les affaires que nous les francophones nous n'avons pas et que nous plongeons le Cameroun aujourd'hui dans ce chaos que nous vivons. Gabriel, peut-être vous souhaitez réagir tout à l'heure sur la suggestion du MRC qui semble suffisamment clair sur la question. Il faut passer à une révision de la forme de l'État et laisser le soin aux Camerounais, via un référendum, j'imagine, de décider du nombre d'États qu'on va avoir dans cette fédération-là. C'est une suggestion qui fait sourire le SDF visiblement. Oui, parce que je dois me réjouir déjà du fait que sur cette table, le MRC se fait le porte-étendard du fédéralisme. C'est une grande avancée déjà sur le plan des idées politiques, car vous savez, le fédéralisme est entré dans le projet politique du SDF, ce que le MRC n'avait pas hier. Donc ils sont en train de comprendre en réalité l'urgence et l'avance que le SDF avait sur les mentalités du peuple camerounais. Maintenant, le SDF a participé au grand dialogue comme un parti républicain qui vient en une consultation. Parce qu'il faut le dire, le grand dialogue n'était pas une conférence souveraine, ce n'était pas une tripartite, c'était une consultation. Les gens venaient donner leur point de vue, comment faire pour arranger le pays, pour que le pays revienne en paix. Évidemment, la solution du SDF est une solution fédéraliste, connue de tous déjà. Bon, maintenant, il est sorti du grand dialogue pour faire avancer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les cristallisations. Le SDF a une position républicaine pour faire avancer certaines choses. Le SDF serait prêt à concéder certaines choses avec un statut spécial et une réalisation forte dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ce serait déjà une avancée qu'il ne faut pas dire non. Aujourd'hui, c'est le président Biya qui a le pouvoir, c'est le RDPC qui a le pouvoir, il faut le reconnaître ça. Il faut se battre pour peut-être prendre ce pouvoir-là et enfin implémenter la politique, la vision que nous avons pour le peuple. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. Il faut travailler pour renverser la dictature bien. Très bien. Il est avec nous sur ce plateau. Lui, c'est Charles-Élie Zanzan. Il est le président de la section du RDPC, Vouri 2, mandaté par sa formation politique pour prendre part à cet amphithéâtre dominical ce dimanche sur les antennes de la télévision du Monde. Charles, bienvenue et bon dimanche. Merci de l'honneur que vous le faites une fois de plus au meilleur parti politique du monde. Et je me permets de présenter mes excuses à vos nombreux téléspectateurs. Il n'y a pas de raison que je sois en retard. Ça ne sert à rien de faire comme les autres qui accusent l'embouteillage, qui accusent les routes. Non, je suis en retard. Je m'excuse pour vos nombreux téléspectateurs. Alors Charles-Élie, nous abordions la deuxième thématique. On aurait pu commencer par la première, mais votre absence nous obligeait justement de décaler un tout petit peu les thématiques. Alors, une télévision républicaine. Tout à fait. Alors, pour ce qui est de cette session parlementaire, je voudrais vous amener à commenter l'un des titres du journal Mutation cette semaine parlant de cette session, de l'urgence d'une réforme où le pays s'égare. Oui, bon, c'est vrai que tous les Camerounais attendaient cette session où se serait dit qu'elle serait extraordinaire au vu de la fin du grand dialogue qui s'est terminé, au vu de la convocation possible où on s'est terminé le président encore pour un mois de plus demandé à conseiller M. Paul, et au vu des résolutions qui sont sorties du grand dialogue. Permettez-moi aussi de dire que, vous savez, c'est parfois très risible de suivre certaines choses. Quand je vois mon frère du SDF se bomber le poitrail et être content que le MLC a enfin compris que c'est le fédéralisme qui serait la solution adéquate pour régler les problèmes du Nozo, alors que c'est un parti qui était en campagne, qui n'avait pas de forme d'État proposée aux Camerounais. On sait au moins que le SDF avait le fédéralisme. Eux, ils n'avaient pas de forme d'État, et qu'aujourd'hui, ils proposent le fédéralisme, il y a un problème. Le SDF ne devrait pas aussi être content d'apprécier les sorties de M. Salomon. Est-ce qu'il parle à son nom? Est-ce qu'il parle au nom du parti? Est-ce qu'il parle à son nom? Ça, c'est autre chose. Vous savez, quelqu'un avait dit que l'arc de la bouche ne tue pas le gibier. L'arc, la flèche de la bouche ne tue pas le gibier. Le gibier se tue quand on va à la chasse, quand on va sur le terrain.
le grand dialogue a sorti des résolutions où toutes les parties prenantes de ce pays étaient assises. Société civile, clergé, les partis politiques. Je suis surpris que Salon Béat parle du grand dialogue ici aujourd'hui. Je suis surpris. Mais maintenant, il faut mettre en place les résolutions de ce grand dialogue. Le président de la République, dans un tweet, a parlé d'une structure de trois façons. Quelles sont les opportunités? Opportunité signifie que qu'est-ce qu'il y a d'urgent à faire? Nous sommes tous d'accord ici que c'est le règlement de la crise dans le Nozo. Comment on le règle? Parce qu'on a besoin des forces constructives et positives de tout le monde. Et qu'est-ce qu'il faut mettre sur la place? C'est 3500 milliards de francs CFA qu'il faut au bas mot pour reconstruire de manière intégrale le Nozo. 3500 milliards de francs CFA. Paul Biya est dans sa tête, il faut qu'il trouve 3500 milliards. Il n'est pas à gérer les sorties insurrectionnelles d'un parti qui n'arrive pas à reconnaître certaines choses. Encore que, heureusement, que le SDF et les autres savent que c'est le président de la République. Maintenant, on a parlé de la faisabilité. Deuxième mot, faisabilité. Après les opportunités, faisabilité. Et enfin, les capacités du pays à mettre en place. Donc, l'Assemblée nationale aura son rôle à jouer. Dans le sens où, dans ces résolutions, il faut qu'il y ait une modification de notre loi fondamentale. C'est là où l'Assemblée jouera son rôle. Dans ces résolutions, le président de la République aura son rôle à jouer parce qu'il y a des résolutions là où il faudra juste un décret. Maintenant, s'il faut la consultation populaire, Paul Biya a été élu par la forme d'État, la forme unitaire décentralisée. C'est ce en quoi 71% des 6 millions d'esprits lui ont fait confiance. Ceux qui veulent là maintenant qu'on change, ils ont une échéance qui arrive en 2020, qu'ils occupent l'Assemblée et notre même loi stipule que l'Assemblée peut infléchir la Cour. Donc, que le SIF, qui veut le fédéralisme, qui est aussi fort comme patriote, avec qui nous avons beaucoup de respect, prenne la majorité de l'Assemblée, que le MSC, qui est trop fort, prenne la majorité de l'Assemblée, et qu'ils aillent donc, dans cette forme-là, modifier la Constitution de la République. Et les Camerounais prendront acte que leurs représentants ont demandé à ce que la forme de l'État soit changée. Mais nous, Camerounais, qui avons donné notre attention à Biya, on lui a dit, on vous demande la décentralisation, il est urgent de la mettre. Encore que je suis certain, je sais, mais quand certains au cadre du SDF estiment que le fédéralisme dont on fait part, la forme aboutie de la décentralisation de manière efficace, c'est le fédéralisme. Donc, quelque part, commençons par 1, 2, 3 avant d'arriver à 10. Pour terminer, je voudrais dire à M. Biya que non, quand vous dites que les francophones ont une très sale manière de gérer, je trouve souvent très malsain que dans le long parcours, je ne sais pas, dans ce que vous appelez le 37 ans que Biya fait au pouvoir, d'enlever les années que l'autre a aussi été son collaborateur. Il est aussi comptable de ce bilan. Pour avoir été doyen, pour avoir été ministre, on est dans la construction permanente d'une nation. On a besoin de toutes les forces. L'Assemblée va s'asseoir prochainement, elle fera son travail. Le président de la République fera son travail, les partis politiques font leur travail, les médias font leur travail. Et il est urgent ainsi d'apprécier que vous n'avez pas voulu parler des 37 ans, le bilan de 37 ans, quand le représentant vient de dire que ce n'était pas là. Parce que vous n'avez pas voulu faire un peu dans le projet là. C'est ça, une force constitutive et positive. Parce qu'on va construire un pays. Donc, à ce qui nous concerne, la route est tracée, toutes les forces vives de la nation étaient assises à Yaoundé, et on veut maintenant faire. Et il ne faudrait pas faire croire aux gens que pendant qu'on s'assoit pour régler un problème, le problème ne continue pas. Non. Ce qui veut faire croire aux Camerounais que pendant qu'on avait décrété qu'il y a le grand dialogue, c'est un bandit, c'est un fou perdu aller s'asseoir et ne plus utiliser les armes, non, ça va toujours continuer. Mais il faut aussi reconnaître que ça baisse. Je tiens à vous rappeler que les victoires et des victoires, non, n'appelons pas ça victoire, l'avancée positive de nos forces de défense sur le terrain est tout à fait, il n'y a plus rien à dire. Il ne reste que quelques poches de résistance sur le terrain. Et c'est là où nous tous nous devons travailler pour que définitivement la paix revienne dans le Nozo. Olivier Borrell, est-ce qu'une session suffit pour résoudre définitivement une crise qui dure depuis 2016? Alors tout à l'heure, Charles-Élie Zanzan faisait état de ce qu'il faudra mobiliser, 350 milliards de francs CFA, 3500 milliards de francs CFA globalement pour reconstruire les régions dévastées par la crise. Vous aviez évoqué la question et l'urgence de la réforme du code électoral. Certains parlent également du jumelage des élections qui est une spécificité camerounaise depuis 2007. Toutes ces raisons, ou alors tous ces éléments mis ensemble ne pourraient
va-t-il pas déboucher sur une nouvelle prorogation du mandat de ces députés? Bien, je dirais d'abord d'entrée de jeu, parce qu'il y a des choses qu'il faut éviter de faire passer. Étant francophone, déjà, Camerounais francophone, je ne pense pas que M. Salmon Biaz ait raison de dire que les francophones ont mal géré. Parce que s'il le dit, ça veut dire que son leader lui-même a mal géré. Donc c'est d'abord la première chose. Je pense qu'on doit avoir des proportions dans notre langage. Parce que ça serait envoyer un mauvais message à nos frères anglophones, également aussi de l'autre côté. Et surtout que lorsqu'on arrive dans l'administration camerounaise aujourd'hui, je pense que quand vous allez dans un ministère, il n'y a pas un anglophone à côté, il n'y a pas un francophone. Tous travaillent pour le bien-être du Cameroun. Donc s'il y a des tares, les tares sont observées de tous les parts. Et voilà pourquoi nous sommes ici, pour pouvoir les corriger. Et donc, revenant à cette session, à votre question, est-ce que c'est une seule session suffit? Puisqu'on est dans un processus. Puisque nous sommes dans un processus, je dirais que dans un processus, une seule session ne peut pas suffire. Mais tout au moins, dans une session, on peut intégrer tout ce qui est urgent pour pouvoir enfin débattre et pouvoir trouver des solutions. Mon copanéliste Gabriel de SDF l'a dit tantôt, on a besoin de 3 000 milliards pour reconstruire le Nozo. Maintenant, est-ce qu'il faut absolument attendre les 3 000 milliards avant de démarrer les dites concessions? Je ne le pense pas. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il peut y avoir, à un moment donné, qu'on puisse intégrer un certain nombre de préalables, un certain nombre de programmes qui vont nous amener petit à petit à décanter les situations. Mais déjà, ce qui serait important dans cette session, c'est le message. C'est ce qu'on veut envoyer aux Camerounais. C'est ce qu'on veut dire à la population camerounaise. Parce que, voyez-vous, après le grand dialogue, tous les Camerounais aujourd'hui, on attend. On se dit, et donc on attend du parti État et DPC aujourd'hui de nous envoyer le message. Le message qui est, nous avons compris, puisque nous sommes aux affaires, nous décidons de pouvoir, à un moment donné, lâcher de l'Est, afin de permettre à ce que un équilibre au niveau de ce que nous recherchons et ce que nous avons demandé puisse commencer à se mettre en place. Voilà pourquoi je pense que cette session, bien qu'elle ne dure que 30 jours, des fois légèrement un peu prorogée avec l'adoption du budget, devrait nous envoyer un message, devrait envoyer un message aux Camerounais et envoyer de l'espoir aux Camerounais et permettre à ce que, effectivement, que nous n'assistons plus à cette surdité, n'est-ce pas, assez impressionnante de la part de nos gouvernants, mais que les choses puissent naturellement prendre leur cours afin que nous ne voyons plus ne serait-ce qu'un seul mort. Parce qu'il faut dire une chose, un mort aujourd'hui au Nozo, c'est un mort de trop. Et donc, par conséquent, il faudrait bien que toutes ces dynamiques soient mises en place pour éviter toutes ces catastrophes. Et évidemment, si vous me permettez de faire le relief, éviter la catastrophe que nous venons de vivre. Donc, le clou était hier au niveau d'Ngouaché. Très bien. Gabriel Wancier, on va sortir avec vous pour ce dernier tour de table sur cette thématique-là. Les attentes du Social-Démocratique Front, est-ce que vous scrutez, vous avez également en ligne de mire, parce que c'est une session budgétaire qui va donc débuter mardi prochain. Le SDF est déjà dans la perspective des prochaines consultations électorales. On devrait regarder les lignes budgétaires pour savoir si finalement, eh bien, les élections municipales et législatives vont se tenir comme cela est projeté pour le mois de février 2020. Vous êtes déjà dans la dynamique de la préparation de ces échéances-là? Le calendrier électoral n'est en aucun moment une priorité pour le SDF en ce moment. La priorité pour nous aujourd'hui est la résolution de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. D'ailleurs... Vous ne craignez pas d'être surpris par votre impréparation? Non, l'impréparation est de fait. On ne peut pas être préparé dans un théâtre de guerre. On peut être préparé pour faire une élection dans un théâtre de guerre. Ce n'est pas possible. Donc voilà pourquoi nous pensons de manière systématique que nous ne pouvons pas aller aux élections tant que la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest n'est pas résolue. Ça, c'est la priorité du SDF. Voilà pourquoi le SDF a tout donné, a participé au grand dialogue. Le SDF encore au Parlement sera là demain si
le sera au Parlement si clairement il y a une visibilité des projets de loi. Comme j'ai dit, il a visité dans les projets de loi, on voit clairement les insertions des 3500 milliards, les insertions de ça savoir qu'il va falloir aller trouver 3500 milliards, mon cher il faut voir une lisibilité. C'est ce que je dis bien. On doit avoir une lisibilité. C'est-à-dire que si donc vous conditionnez votre participation à cette session à la lisibilité que pourrait avoir une session qui est annoncée pour laquelle vous attendez véritablement des solutions fortes. On va donc suivre mardi si effectivement vous serez ou pas à cette session-là. Mon cher Salman Béaz, pour sortir de ce sujet, le MRC a certes une proposition et vous venez de décliner la vision de votre leader pour ce qui est de la crise ou alors de la résolution définitive de la crise au-delà du cessez-le-feu qui est clamé par votre formation politique. Mais il y a une session qui débute, forcément, le MRC a les yeux rivés vers le palais des Verts de Ngouaïkele et probablement également le palais de congrès de Yaoundé. Comme tous les Camerounais, nous avons les yeux rivés. Yves Sanjo, mais permettez-moi de revenir un peu en arrière sur ce que Charles-Élie Zanzan, représentant du MRC et mon copanéliste, du RDPC et mon copanéliste de droit du puce, c'est un lapsus, venait de dire. J'ai l'impression qu'on fait de la politique dans l'amusement. Chez nous, MRC, on ne le fait pas. Parce que ce qui nous intéresse, c'est de rendre compte fidèlement au peuple de ce qui se passe. Quand j'écoute le copanéliste du puce dire en fait que si je parle des francophones, ça voudrait dire que mon leader, M. Kamto, est comptable aussi. Mon cher frère, je ne parle pas de francophones intuitu personnel. Je parle d'un système. Et si vous avez l'histoire du Cameroun et les principes et modes de gouvernance qui sied aujourd'hui au Cameroun, vous vous rendrez bien compte que le système et mode de gouvernance qui nous est hérité d'un système francophone jacobin d'autocentralisation du pouvoir. Ça, c'est historique. Et aujourd'hui, c'est implémenté dans les actes parce que ce système jacobin amène à créer des faux leaders avec des techniques qu'on connaît qui se substituent à ce que la population elle-même en général veut. C'est pour ça que depuis des années, nous nous rappelons un peu en arrière en 92, j'étais très petit, le SDF et tous les Camerounais en général avaient constaté du vol électoral que ce système avait brandi en mettant M. Foundi de côté, qui était effectivement celui qui avait gagné les élections. Et ça s'est continué en 2018 avec le vol et la fraude électorale qui a enlevé le vrai leader du peuple, Maurice Kamto, à la session à la magistrature suprême. Vu sur cet angle-là, monsieur le représentant du PUS, tous les Camerounais sont conscients aujourd'hui et reconnaissent à suffisance parce que nos enfants qui sont à la maison, nous les envoyons se former dans des formations anglo-saxonnes. C'est pour dire en fait que le système francophone qui nous dirige aujourd'hui a échoué. Ce n'est pas un secret du polichinelle, c'est de ça que je parle. Mais maintenant, pour parler de mon leader, qui a évolué avec cette bande de prévaricateurs et qui a eu la malice de ne pas contracter 3 maladies contagieuses qu'on contracte quand on évolue avec ces gens. Est-ce que vous êtes excessif? Je suis en train d'aller. Il faudrait que je fasse. Vous êtes un homme de droit. Je suis d'accord. Salman Béaz. Je pèse mes mots. Je pèse mes mots. Même avant de reprendre, même avant de répondre. Non, attendez. Attendez, Salman. Oui, je vous écoute. Vous êtes l'un des plus brillants juristes que je connaisse. Je suis d'accord. Vous ne pouvez pas qualifier les gens de prévaricateurs qui a la présomption. Non, on va permettez. Non. Si vous ne voulez pas que je sois le modérateur, vous plaît. Allez-y, monsieur Sanjo, je vous écoute. Je dis simplement, soyons modérés. Hein? Soyons modérés dans nos propos. Vous êtes suffisamment pertinent dans ce que vous dites, mais soyons modérés quelquefois. Allez-y dans votre Monsieur Sanjo, je dis encore, je suis sur ce plateau, je pèse mes mots. Faites un tour à Kondegui parce que moi j'en ai fait. Quand vous voyez 50 personnes qui se retrouvent là-bas pour détournement de fonds publics, ils sortent d'un seul parti, c'est le RDPC. Ils ont géré la fortune de ce pays. Je ne veux pas faire le rapprochement parce que tous les Camerounais savent. Ce que je voudrais dire, c'est que M. Kamto, après avoir été ministre délégué à la justice, à l'époque d'Amadou Ali, n'a pas contracté 3 maladies contagieuses. Les détournements massifs des deniers fonds publics, l'incompétence accrue, comme ce que nos dirigeants présentent aujourd'hui. Il n'a pas contracté ça. Il n'a pas contracté le désir irrépressif d'amasser la fortune publique.
et de ne profiter qu'à sa seule famille, en privant tout le peuple camerounais de ce qu'il a de si précieux, la répartition égale des richesses nationales. C'est pour ça que, constatant la dérive dans laquelle ce système le plongeait, il a très vite fait de démissionner. Et maintenant, pour chuter, parce qu'on va avancer. Effectivement, pour aller dans le sens de ce que de votre question, à savoir la session parlementaire, est-ce que nous avons des yeux rivés là-dessus? Oui, même comme nous sommes en face d'un gouvernement et d'un parlement illégitimement constitué, bien comme il est illégitimement constitué et qu'il tient les rênes, n'est-ce pas, du pays par la fraude, nous avons quand même les yeux rivés là-dessus et nous allons leur prendre au mot. Et nous savons bien que dans leur inconstitution et dans leur illégalité, ils feront toujours beau jeu de produire des résultats qui ne pourront pas améliorer les conditions. Charles-Élie Zanzan, le RDPC est ultra majoritaire au sein des deux chambres. C'est ce que nous savons tous officiellement. Et c'est donc à votre formation politique qu'il reviendra de véritablement donner le temps pour ce qui est des solutions ou résolutions fortes, du moins de l'encadrement institutionnel ou simplement légal qu'il devrait avoir. Le chef de l'État a toujours voulu que ce soit dans un cadre républicain, et bien que les problèmes du Cameroun trouvent des solutions, le Parlement pourrait jouer une partition importante durant les 30 jours qui s'ouvrent dès mardi prochain. Vous avez le sentiment qu'au niveau du RDPC, on a pris la mesure de l'enjeu de ces assises au-delà du budget qui sera forcément adapté? Oui, je suis tout à fait serein. Parce que ce que nous avons vécu pendant la semaine du Grand Dialogue a été un moment vraiment historique de l'écriture d'une nouvelle page de l'histoire du pays. Et étant membre du parti au pouvoir, les élus du peuple, les députés du RDPC savent qu'ils ont entre leurs mains le destin de toute une nation. Ils savent que de par leur majorité, ils doivent donner l'impulsion qu'il faut pour qu'avec les partis politiques qui sont à côté et qui veulent aussi le bien de ce pays, qu'on y aille. En tout cas, ça a toujours été la volonté du président national du RDPC. Donc, j'estime, pour avoir eu à causer avec certains élus, ceux-là qui ont une autre manière de voir les choses, ceux-là qui veulent que les choses avancent, qu'il y a des choses à faire. Et vous verrez des choses à faire. Parce que la majorité des députés RDPC ont émis des requêtes, des doléances, des suggestions pour le grand dialogue. Donc, je suis certain que au sortir de cette session qui arrive, il y aura un signe qui sera lancé au niveau du peuple camerounais et que je sais que nos amis du SDF vont prendre le rebond et qu'on va travailler ensemble. Je me permets aussi de dire que, vous savez, Yves, c'est comme ça dans ce pays. C'est-à-dire, quand on veut construire, il y en a toujours qui veulent nous tirer vers le bas. Je suis surpris d'apprendre ici que les députés sont illégitimes. Eux qui ont été élus en 2013, ça veut dire que l'unique député du MSC est aussi illégitime. Ça veut dire que les 14, 19, c'est pas moi combien, sur 10 000 qu'il y a, conseillers municipaux de leur parti, sont aussi illégitimes. Vous voyez donc que parce qu'on veut à tout prix insulter, parce qu'on veut à tout prix saboter, on se retrouve en train d'insulter même les nôtres. Donc, M. Béat, non, nous avons un pays à construire. Et ce que je sais de vos députés que j'ai eu à rencontrer lors de la dernière réunion du conseil électoral antenne régionale, qui a pris la parole devant moi, j'ai vu un monsieur qui pense à la parce que je ne suis pas très content qu'il ait apprécié le fait que vous ayez dit que l'Assemblée nationale camerounaise est illégitime. Je voudrais qu'on prenne rapidement la première thématique, cette fois-ci inscrite en débat ce dimanche, et on va rester avec vous, Charles-Élie Zanzan. Vous avez eu très peu de temps de parole pour parler effectivement de l'an 37 du renouveau politique au Cameroun. La célébration a eu lieu le 6 novembre dernier. Tambour battant, les militants du RDPC en majorité ont donc festoyé autour de cet événement, annonçant évidemment annonçant leur mobilisation dans la perspective des prochaines consultations électorales. Charles-Élie, je voudrais qu'on parle quand même du bilan du renouveau. C'est vrai qu'il est compliqué et difficile d'établir un bilan en quelques heures d'émission pour un chef d'État qui est au pouvoir depuis 37 ans. C'est extrêmement difficile, mais on va quand même tenter de comprendre ce qu'on peut mettre dans le bilan en termes d'actifs du président de la République, Paul Biya,
qui a, pour certains, hérité effectivement d'un Cameroun qui est entre guillemets prospère et qui a dû connaître quelques difficultés dans la poursuite de cette prospérité d'un point de vue économique. Est-ce que vous pensez au sein du RDPC aujourd'hui que le bilan en termes d'actifs du chef de l'État est suffisamment élogieux au regard du contexte géopolitique, politique même et économique? Oui, monsieur Sanjo, vous savez, il est très difficile. Il est très difficile de parler comme ça d'un bilan. Vous savez, nous qui avons fait économie, il y a le passif, il y a l'actif. Vous aurez beau dire qu'il y a ceci, un autre vous dira qu'il n'y a pas cela. Je voudrais juste prendre les Camerounais à témoin et leur faire comprendre que la construction nationale est un construit quotidien. C'est-à-dire tous les jours, on essaie de poser une pierre, on pose une autre, et on avance en fonction des capacités et des réalités qu'il y a sur le terrain. En 1982, quand le président Paul Biya prête serment, on a une économie relativement stable. Et vous savez que la crise économique, elle est mondiale, elle n'est pas que camerounaise. Les années 80. Oui, arrive, et c'est tout le monde qui doit subir. Le président Biya a le choix à faire entre réduire drastiquement le personnel de l'État ou alors réduire les salaires. Il préfère réduire les salaires. Il demande aux Camerounais de serrer la ceinture. Pour le bout du tunnel n'est pas loin. Et bien, c'est ce qui s'est passé. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une certaine embellie financière au niveau du Cameroun. Mais il y a aujourd'hui un nouvel acteur qu'on appelle les enjeux géostratégiques qui font en sorte que nous serons attaqués de part et d'autre parce qu'il y a un sous-sol extrêmement riche. Boko Haram, Seleka, Antibalaka, aujourd'hui le Nozo sont ces chics que nous devons porter et qu'il va falloir résoudre pour que nous tenons relativement le train de l'émergence. Bon, je voudrais quand même faire reconnaître quand même que quand on parle au niveau de la santé, parlons un peu comme au quartier. Qu'est-ce que Paul Biya a fait? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Ce que Paul Biya a fait, comme moi j'ai vu. J'ai vu que Paul Biya a 201 districts de santé. J'ai vu que Paul Biya a 8 hôpitaux de référence. J'ai vu que Paul Biya a 14 hôpitaux généraux. J'ai vu que Paul Biya a 8 hôpitaux centraux. J'ai vu que Paul Biya a 234 centres intégrés de santé. J'ai vu que Paul Biya a 1981 centres intégrés d'arrondissement. Voilà ce que moi je vois que Paul Biya a fait. Qu'est-ce que Paul Biya a fait? J'ai vu que Paul Biya a le stade Japoma, qui est classé aujourd'hui par la FIFA comme 10e stade dans le monde. Et qui vient officiellement d'être homologué par la FIFA, qui est le 10e stade le plus beau en termes de contenance, d'infrastructure dans le monde entier. Qu'est-ce que Paul Biya a fait? Paul Biya c'est 5 cannes, Paul Biya c'est 2 cannes, Paul Biya c'est 3 médailles olympiques. Paul Biya c'est 5000 recrutés dans ce supérieur. Paul Biya c'est 1000 à 4754 km de route bitumée. Paul Biya c'est le port autonome de Kribi. Paul Biya c'est l'aéroport de Simalé. Mais maintenant, est-ce que, ayant dit tout ça, ça empêche que le Camerounais tous les matins ait un problème? Non. Est-ce que, ayant dit tout ça, ça empêche qu'il y ait des lestages? Non. Est-ce que, ayant dit tout ça, ça empêche qu'il n'y ait pas le courant à la maison, l'eau à la maison? Mais avec ce qui se passe comme construction, comme infrastructure, moi j'ai foi, je crois, et c'est pour ça que je soutiens mon entreprise, et c'est pour ça que le Cinéma passé, j'ai décidé de continuer à le soutenir, parce que ce n'est qu'avec lui, et rien que lui, que le Cameroun atteindra véritablement son intelligence. Borel, si vous étiez donné de mettre dans l'actif, on parlera du passif tout à l'heure, l'actif du renouveau au pouvoir au Cameroun, vous y mettrez quoi au sein du PURS? J'avoue qu'il est très difficile dans l'actif du renouveau de mettre un aspect assez positif de la chose. Monsieur Zan vient de nous faire un récital où il nous explique que ce qui c'est que Paul Biya fait au niveau santé, c'est de créer une multitude d'institutions sanitaires. Mais ce qu'il oublie de nous dire, c'est que dans cette multitude, on en meurt tous les jours parce qu'il n'y a pas justement de plateau technique. Dans cette multitude, il oublie de nous citer qu'évidemment, on en meurt parce qu'on n'a pas 600 pour payer un billet de session. Dans cette multitude, oui, il nous a cité des stades, c'est bien. Aujourd'hui, on a des stades. Mais ce qu'il oublie de nous dire, c'est que ces stades ont coûté 4, 5 fois, 6 fois le prix initial de ces stades. Il nous a cité également les routes. Mais ce que M. Zang oublie de nous dire, c'est qu'aujourd'hui, Douala est complètement
aujourd'hui une ville qui n'a plus de route, où il faut avoir des 4x4, à la limite même des fois avoir des palmes pour nager et traverser des routes. Donc je pense qu'à cet actif, le positif, moi je vais fonctionner comme un bon. Commençons par le positif. Oui, je vais fonctionner comme un bon. C'est-à-dire comme un bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne vais pas faire comme un aveugle, comme s'il n'y avait rien. Il y a quelque chose, mais seulement c'est quelque chose est insignifiant par rapport à toutes les ressources que dispose le Cameroun et par rapport à tout ce que c'est l'autorité aujourd'hui, le président aujourd'hui, sous son impulsion, et ceux qui exécutent sont amenés à faire. Il est clair qu'à partir de ce moment, vous avez beau ramener le positif, quelque part, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Je vais même aller même plus loin. Aujourd'hui, par exemple, M. Zandi, ok, on a réduit le train de vie, des salaires de l'État et tout, mais il a oublié de dire que le sous-emploi aujourd'hui, c'est quelque chose qui est phénoménal. Même au niveau de la fonction publique. Vous avez aujourd'hui au niveau de la fonction publique des personnes qui ont 30 000 francs, 35 000 francs de salaire. Je ne sais pas si il faut se contenter parce qu'on a réduit la masse salariale de l'État pour permettre à ce que chaque Camerounais ait, entre guillemets, un boulot, de pouvoir rester dans une telle précarité. Et ce que vous devez savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a des fonctionnaires et des agents de l'État qui sont affectés à Douala, mais qui ne peuvent pas se loger parce qu'ils ne peuvent pas payer un loyer. C'est ça aussi la réalité des 37 ans du renouveau. Et ça, il faudrait aussi le dire. Gabriel Ngomsi, d'abord sur les actifs. Vous êtes le parti le plus ancien au sein de l'opposition, de par votre implantation et de par votre représentativité au sein des instances décisionnelles. Vous êtes, qu'on le veuille ou pas, la deuxième force politique au Cameroun aujourd'hui, en attendant les prochaines consultations électorales. Est-ce que le SDF n'a pas des éléments positifs qu'il a pu constater à mettre à l'actif de régime en place, sachant, en se disant qu'effectivement, cette administration, l'administration, c'est la continuité, et que vous qui aspirez à prendre les rênes, peut-être dans quelques années, il y a quand même des bons points que vous avez pu constater sous le règne du président Paul Biya actuel. J'ai été très attentif tout à l'heure lorsque M. Charles en parlait. J'étais aussi curieux de le voir égrener les points positifs du bilan du président de la République. Ma foi, il a fait dans une allégorie très très compliquée, c'est-à-dire que parler des hôpitaux que le président de la République a mis sur pied, alors que nous voyons tous les jours comment eux-mêmes ils refusent de se soigner dans ces hôpitaux-là. Ça veut dire que le président de la République a mis sur pied plutôt des chambres de la mort, puisqu'il ne croit même pas lui-même au plateau technique, aux experts qu'il a. Pour qui est-ce qu'il crée des hôpitaux? Il faut qu'on soit sérieux dans notre pays. La gestion de la chose publique doit être prise au premier degré. Oui, c'est ce que les gens disent. Le côté politique, on a parlé des hôpitaux. Je vous en prie, M. Charles. Gabriel, d'abord le côté positif, hein. D'abord le côté. Je sais que vous brûlez l'envie d'évoquer. Puisqu'il a parlé des hôpitaux, moi je veux bien voir où sont ces hôpitaux. Oui, non, il n'a pas parlé que d'hôpitaux. Il a parlé des projets structurants, il a parlé des ponts, il a parlé des stades. Il m'a parlé du stade. Non, c'est vrai qu'il faut. Alors, il faut le dire aujourd'hui. Il y a quelle avancée? Aujourd'hui, on a aujourd'hui, après 37 ans, on a quand même un stade qui, comme il dit, est catalogué parmi les meilleurs stades, les 20 stades, les 10 stades dans le monde. C'est bien qu'après plus de 20 ans de léthargie, le président Biya commence 20 ans au pouvoir, c'est la fin qui commence à faire un stade. On peine à voir des hôpitaux, on peine à voir des cités. C'est difficile de faire le bilan positif. Je ne vois pas de bilan positif à l'actif du président Biya. C'est très difficile. Sauf peut-être si vous pouvez permettre, je vais dire une chose. Contrairement à ce que les gens peuvent croire, le président Biya est un homme très intelligent. Il a une équipe très forte, mais malheureusement, cette intelligence, au lieu d'être mise au service de la construction publique, est mise au service de la conservation du pouvoir au détriment du peuple camerounais. Mais j'espère qu'on reviendra sur le passif également. Puisque vous n'avez rien dit sur les actifs, on va forcément revenir sur le passif. Seulement, sur les actifs. Toi-même, tu n'as pas pu dire les positifs. Il y a des choses qui ont pu retenir, des avancées ou des choses à améliorer en 37 ans de règne. Au sein du MRC, quand on observe
l'environnement sociopolitique, économique et même sécurité au Cameroun, on se dit qu'en 37 ans, il y a quand même eu des avancées. On revient sur les avancées d'abord et puis on dira évidemment un mot sur les manquements. Quelle avancée? Il y a eu quelle avancée? Il faut être sérieux. C'est vous qui avez... Quand moi je parle au Camerounais, ça me désole. Et je me rappelle que M. Biya avait dit à Yaoundé un jour que si Yaoundé respire, ça veut dire que tout le Cameroun respire. Donc le Cameroun est identifié... Pourquoi des morceaux de discours qui vous arrangent? S'il vous plaît, s'il vous plaît, je retiens les choses qu'il dit. Oui. Mais si vous retenez seulement, c'est lui qui vous cataloguez ça dans un contexte... Si Yaoundé respire, c'est que tout le Cameroun respire. Donc quand ils font leurs choses à Yaoundé, le gars de Yingi, le gars de Boumyebel, le gars de Ngambe ou de Sombel, le gars de Ndom, de Loum, de Djombe Penja, le gars de Mabombe, ça ne les intéresse pas. Il a parlé des hôpitaux. Je voudrais expliquer à M. Charles-Élie Zanzan. Je prends son domaine qu'il a choisi. Les hôpitaux de référence. Je commence par Douala. Alors, nous avons vu ici un hôpital de référence, l'hôpital à Kintini, où une femme, Monique Kouma Tekel, qu'on ne parvient pas à prendre en charge et qui se fait opérer dans la cour. C'est ça la référence. Nous voyons l'hôpital général où les insuffisants rénaux ne parviennent pas à être gérés au quotidien au point où ils en meurent tous les jours, alors que c'est quelque chose qui se prend facilement à l'extérieur, chez nos voisins africains. C'est même ça la référence en fait. Nous voyons son ministre, n'est-ce pas, celui qui a été évincé par un autre qui est là, je ne vais pas le nommer, aller se soigner partout en Europe alors que c'est lui qui met sur pied la politique de santé. Il ne croit pas lui-même à ses infrastructures. Mais je vais aller un peu plus loin. Vous connaissez l'arrondissement de Yingi. C'est dans la région du littoral, département du Cam. Je vais vous expliquer comment ça se passe là-bas quand on tombe malade. Quand on commence à voir la fièvre, on fait tout pour soit se retrouver à Yabassi avant ou venir à Douala parce que quand ça te prend et qu'il n'y a pas possibilité de te déplacer, puisqu'il n'y a pas de voiture et que les motos prennent 10 000 pour arriver à Yabassi, et puisque le plateau technique du centre médical de Yabassi est tellement vêtu, c'est que ça ne peut pas gérer des cas d'urgence, la personne en meurt. Je vais vous expliquer comment ça se passe là-bas quand une femme est enceinte. Il n'y a pas la lumière à Yingi. Du moins, on vient de les doter un peu, les trucs solaires là, mais qui n'éclairent pas partout parce que au sein de l'établissement, il n'y a pas une source énergétique qui permette de gérer les choses en plein temps. Quand une femme est donc en travail et qu'on ne parvient pas, que ça devient un cas vraiment difficile, il faut la mettre sur la moto et faire 40 km pour arriver à Yabassi. C'est même ça la référence. Je vais aller aussi dans le domaine du sport, où je vais bien décrire que ce que Charles-Élie Zanzan essaie de dire, c'est qu'il faudrait qu'on dise au Cameroun qu'on a organisé notre CAN en 1972. Et de 1972 à 2018, on a été incapable d'organiser une compétition internationale comme la CAN. Et que les efforts qu'on a faits pour construire les stades dont il dit, la personne ne peut pas remercier une personne de faire endesser sa population et de croire qu'il a réussi un exploit. Parce que c'est sur le fonds d'endettement de près de 2000 milliards de dettes que nos arrière-enfants vont payer. Et ces 2000 milliards qui ont été 2 fois, 3 fois facturés pour la construction de ces stades et qui se retrouvent dans des poches des individus et qui ont contribué au glissement de la CAN, comme ils appellent là-bas chez eux. Donc quand on regarde seulement sur ces 2 ans, je ne voudrais pas entrer beaucoup en détail parce que M. Biya est le personnage que les Camerounais ne devaient jamais utiliser. Je suis sûr que si Aïdjo avait su que c'est comme ça qu'il allait faire, comme on le dit au quartier, il ne devait jamais donner le pouvoir à Biya parce que Biya c'est le chef du Cameroun. Très bien. En attendant, il a choisi Biya contre toute attente. Donc c'est son choix, on ne va pas exhumer un mort. Charles-Élie Zanzan, sur la question du bilan du renouveau, c'est vrai que vous avez cité pratiquement tous les secteurs, hein, qu'on ne le veut pas. Vous avez l'impression que l'opposition de tout ce plateau fait dans la mauvaise foi? Yves, le Cameroun, c'est un pays exceptionnel. C'est le seul pays où on vous dit qu'il y a un stade, mais. C'est le seul pays où on vous dit qu'il y a un aéroport, mais.
C'est le seul pays où on vous dit qu'il y a une route, mais. C'est le seul pays où on vous dit qu'il y a un hôpital, mais. Nous qui avons quand même cette culture de suivre les informations qui viennent d'ailleurs. Je ne sais pas s'il y a d'ailleurs un modèle de président de la République qui construira un hôpital quelque part et viendra former les cœurs de ceux qui vont travailler là-bas. Je ne sais pas. Oui, il y en a. Quel est le rôle de Paul Biya? Vous pensez la moralité? Il y en a. On va vous dire, il y en a. Faut la moralité dans un pays. Mais vous dites de n'importe quoi, monsieur Charles. Il y en a, vous voulez, on vous cite des exemples. Ne dites pas des choses que vous connaissez pas. Vous allez dire peut-être la Centrafrique. C'est ça votre référence. Charles a la parole. Si vous voulez. Je voudrais dire à ceux qui vont se faire ici sur le plateau que le rôle d'un président de la République, c'est de construire l'infrastructure, de mettre le plateau technique, de créer l'école qui va former les infirmiers et les médecins qui viendront travailler là-bas. Maintenant, celui qui est affecté là-bas comme vigile au niveau du portail, comme ambulancier, comme urgentiste, comme médecin, appelons ce qu'on veut, doit être un Camerounais qui aime son pays. Et que Paul Biya lui-même nomme. Et que Paul Biya lui-même nomme. Il faut aussi le dire. Je suis né à Newberg, grandi à Newberg. Je ne suis pas sûr que si je commence ce que vous faites là, vous allez vous en sortir. Ah, moi-même, je suis né en Bokikan, voilà. Yabassi. Nous avons tous au même gène. Laissez-moi donc parler. Je suis aussi violent comme vous. Laissez-moi donc parler. C'est vous qui êtes violent. Vous avez dit ça. Laissez-moi parler. Je suis comme vous. On est né dans des quartiers bien populaires, tu le sais. Donc, je ne sais pas, peut-être avec le SDF au pouvoir, je verrai aussi, comme j'étais le dernier candidat, venir au lycée de Dépanda dire au proviseur qu'il là-bas que soit comme ça. Si le proviseur ne veut pas être comme ça, peut-être avec lui, ça sera comme ça. Ce qu'il est demandé à tous les Camerounais, c'est de venir au pays de travail. Il ne veut pas rentrer dans les têtes. Je vais donner un cours, peut-être les juristes m'avaient dit, moi je vais donner un cours d'économie. C'est bien beau de rabâcher les oreilles des Camerounais de parler d'endettement. Et je suis surpris que c'est les mêmes qui passent le temps à apprécier ce qui se passe au Rwanda dans la construction. Je suis surpris. Maintenant, c'est l'économiste qui parle. Quand un pays, quand le taux d'endettement d'un pays est alarmant, mon cher, c'est quand il atteint 70% de son PIB. Ça veut dire qu'un pays peut prêter l'argent comme il veut. Prenez, mais si ça atteint 70% de votre PIB, vous êtes sur la ligne rouge. D'après les bailleurs de fonds, le Cameroun est à 38% du taux d'endettement. On passe sur 10%, on a 38%. D'après la Caisse autonome d'avancement, c'est 37%. Donc le Cameroun a encore près de 14 000 milliards qui peuvent prêter, s'ils veulent, pour construire leur infrastructure. De bien s'ils veulent. Et vous savez pourquoi on prête l'argent au Cameroun? Parce qu'il faut être crédible, il faut être solvable et il faut être attractif. Ça, c'est les choses que les Camerounais ne savent pas. Et quand les bailleurs de fonds viennent toujours toquer à la porte pour investir, pour financer, je prends un exemple, ça de Lembe. Le problème qu'il y a eu, c'est que le partenaire Piccini italien n'avait plus les moyens de continuer le travail. Parce que là-bas, en Italie, le pays est pratiquement en faillite. Après la Grèce, après l'Espagne, dans la crise économique qui est là-bas en Europe, vous n'en parlez pas. Mais les retombées font que la banque qui soutenait Piccini au Cameroun pour construire l'Olympique n'avait plus les moyens de financer. Et bien, les Canadiens sont arrivés et ont dit qu'ils sont prêts à mettre de l'argent pour qu'on termine ce stade. Et ils ont 7 mois. Les Canadiens 7 mois pour récupérer leur argent. Ça veut dire que le stade peut produire de la richesse. Et cette richesse-là, c'est quoi? C'est en employant 800 Camerounais à temps plein et 1400 de manière indirecte. Voilà les choses qu'on fait dans ce pays, qu'on n'en parle pas. Ça fait pitié quand vous entendez maintenant, parler, là. Je veux continuer pour finir en disant que je vous ai dit ici, Yves Sandjo, que le bilan de Paul Biya est ce qu'il est. Il a fait ce qu'il avait à faire. Que les autres trouvent toujours qu'il n'a rien fait. Ça, c'est leur point de vue. Ce sont les Camerounais. Quand Aïdjo transmet le pouvoir en 82 à Biya, après il l'a plus transmis, il y a eu des élections. J'ai appris ici qu'on a volé pour les SDF, on a volé pour le MSC. Vraiment, je ne rentre plus dans cette configuration partisane. Pas l'argumentation pour rentrer dans cette configuration partisane où moi, Camerounais, j'ai dit dans une télévision que j'attends jusqu'à ce que je voie les preuves du vol de billets de la victoire quand moi j'ai démission du RDPC. Puisqu'aujourd'hui, on ne peut que nous dire que l'Union africaine, c'est parti à gauche, c'est parti à droite. Mais pour dire aux Camerounais qu'on a volé la victoire, on organise une conférence de presse, on nous montre les papiers. Biya a perdu, moi j'ai démission du RDPC. C'est clair que Biya c'est un voleur. Mais l'histoire de l'Union africaine, tout ça là, ça c'est le saupoudrage. Les gens veulent exister politiquement, les gens veulent exister publiquement, les gens veulent qu'on parle d'eux. C'est là, c'est ce qu'ils font. Donc je n'entre pas dans ces détails là, le bilan de Biya est là.
moi je vois, il y a des choses à parfaire, rien n'est parfait, Biafra, ce qu'il a fait, il ira. Le prochain président qui viendra va ensuite continuer son travail. Et il y aura des gens qui vont dire qu'il n'a rien fait de bon. Entrons dans les perspectives, mon cher Borel, entrons dans les perspectives pour un Cameroun prospère. Comment au niveau du peuple uni pour la rénovation sociale, on dessine ce Cameroun-là? Moi, je pense qu'en ce qui concerne les perspectives, pour un Cameroun nouveau, un Cameroun moderne, la première des choses serait déjà de pouvoir mettre en place et de définir une réelle politique de l'éducation. Nous, au niveau de PURS, ça c'est notre leitmotiv. Parce que, voyez-vous, nous sommes dans ce plateau. Il y a des économistes, il y a des juristes, il y a sûrement des hommes de sciences et autres. Monsieur, je crois qu'il est juriste, c'est ce qu'on nous a présenté, le MRC. Donc, à partir de ce moment, mais lorsque nous voyons un peu les attitudes, des fois on se demande, est-ce que la chose la plus importante, c'est uniquement le diplôme ou uniquement le titre? Je pense qu'à partir de là, il y a également une phase très importante qui est une phase d'éducation. Et d'éducation camerounaise en général et également des Camerounais en particulier, peu importe leur strate. Parce que voyez-vous, si aujourd'hui il y a des gens qui se trouvent à Koningé, parce qu'ils ont détourné, c'est pas parce qu'ils n'ont pas de diplôme, c'est pas parce qu'ils n'ont pas de compétences. Comme certains le disent, qu'ils sont des incompétents. Ne vole pas qui est incompétent. Parce que quand on est incompétent, on ne peut pas voler. Ça veut dire que c'est des personnes qui ont des compétences, mais seulement qui manquent d'éducation. Et donc, par conséquent, nous pensons qu'il faut repenser notre système. C'est ce que nous sommes. Nous, au plus, nous pensons pouvoir mettre en place, d'une manière, notre projet de société est clair et le définit. Nous avons, au sein de notre projet de société, défini une politique d'éducation de la société camerounaise. Une fois que nous sommes aux affaires, nous allons vous dire qui va éduquer. Votre fils qui est à la maison, c'est vous qui l'éduquez. Ce sont les enseignants qui l'éduquent, mais au travers d'une politique. C'est ça le truc. Parce que tout à l'heure, je prends un exemple simple tout à l'heure. Vous venez, monsieur Zan, vous venez dire quelque chose de simple tout à l'heure. Lorsque M. Biya a créé des bâtiments, par exemple, vous avez pris l'exemple, par exemple, du lycée Bepanda. Lorsqu'il a créé un bâtiment, il a pris une personne qu'il a nommée comme proviseur, et que cette personne ne fait pas son travail, vous accusez Biya. Mais c'est normal qu'on accuse Biya, parce que Biya doit frapper. Donc, à partir du moment où, justement, la codification, si vous voulez, la loi, met en place un certain nombre de codes qui permettent à ce qu'une fois qu'on l'a enfreint, mais Biya doit frapper le proviseur. Si le proviseur se comporte mal, vous pensez que lorsque le proviseur de lycée de Dégo... Quand Biya avait parlé de la gratuité des écoles, là, pourquoi il n'y a pas de suivi, monsieur Zanzan? Vous dites quoi même là? De suite, des coups de blessure par rapport à ses camarades. Et que jusqu'à présent, sauf si mes souvenirs ne sont pas exacts, le proviseur qui était en place est resté tout en place, sauf si je n'ai pas peut-être la bonne information, est resté en place. J'ai dit sauf, c'est ça que j'ai dit sauf. Il y a donc une chose, ça veut dire que quelque part, la chaîne des sanctions n'a pas pu être observée. Parce qu'il y a une chose qui est certaine. Vous avez tout à l'heure les sociétés européennes. Je vous prends la société française que je connais un peu le mieux. C'est l'une des sociétés qu'on peut dire qui a le plus de liberté, mais qui a également le plus de lois. Ça veut dire que là-bas, justement, on te donne la liberté de pouvoir faire ce que tu veux, mais sache qu'au bout de ce que tu es en train de faire, dès que tu outrepasses cela, tu es frappé. Et qui l'a mis en place, c'est le système. C'est le système. Il est retiré encore, non? C'est le système bien retiré. Il est retiré. Pour chuter. Quand M. Biya met les gens en prison, il les retire pour les envoyer en expatriation pour aller se soigner, en fait, une certaine liberté. Donc, vous savez très bien. Donc, à partir de ce moment, je pense que dans ce système, notre leitmotiv, c'est pouvoir mettre en place, comme j'ai dit tantôt, un système d'éducation qui va pouvoir mettre en place une nouvelle société et également une société assez classique pour pouvoir permettre de construire le Cameroun. Gabriel Gonsi, au niveau du Social-Démocratique Front, est-ce qu'on a une vision d'un Cameroun qu'on souhaite voir prospère? Soyons dans la dynamique de construction. Oui, dans la dynamique des perspectives, il faut dire que le spectacle que nous offre le président Biya est beaucoup affligeant.
je ne peux pas parler de perspective sans revenir. Lorsqu'on regarde sur le plan social, le Cameroun, M. Biya a trouvé des cités très bien construites. Les cités de Bounamou Sadi, Koto, Cité Verte, Mendong. C'est la cité qui construit les Bounamou Sadi. M. Biya, il a trouvé, je vous en prie, M. Biya, c'est pas sous Biya. C'est pas sous Biya qui a... Non. La cité de Bounamou Sadi, c'est pas Biya, je vous en prie. Je vous en prie. Mendong et autres. J'aimerais bien, justement, si, Charles, je vous mets à défi de citer une seule cité construite par M. Biya dans cette dimension, dans ce cadre-là. Le LGF, les propositions, justement, c'est ça que j'aimerais dire. Les propositions, c'est qu'en réalité, le LGF va continuer avec la politique des logements sociaux. Nous sommes un parti social-démocrate. Donc je regarde le paysage politique de Biya qui aujourd'hui, puisque je parle de logements sociaux, est allé jusqu'à pénaliser les arrêts de 2 mois. Je vous en prie, monsieur Zan. Monsieur Zan, je vous en prie. Il allait pénaliser, jusqu'à des positions, on parle de logements sociaux. On parle de logements sociaux. Il dit c'est très grave. Et cette pénalisation de loyer, il faut dire, il a été aidé là-dessus par le président Kamto. Ça, c'est les partis de droite. On comprend exactement que c'est le syndicat des bailleurs. Ils pensent toujours pour les plus riches. Le LGF, non, laissez-moi, je vous en prie. Il faut bien signifier. Et ce code a été écrit par M. Kamto. A été relu par M. Kamto pour mettre deux personnes en prison après 2 mois. Et validé par la RDPC. C'est pas des logements sociaux. Et les deux viennent nous enfumer sur le plateau. Je parle des logements sociaux. Si les logements sociaux, justement, auraient résolu les problèmes de crise qu'on a eu, le problème de Gouaché, par exemple. Donc vous insistez là-dessus. Les logements sociaux, on a retenu. Oui. Autre chose. Oui. Il y a une incapacité pour le président Biya à construire des entreprises publiques au Cameroun. L'incitation à la consommation également des produits camerounais qui est justement vous allez insister sur le label Cameroun. Pour vous, c'est un... Bien sûr. Il faut aller vers cela. Pour la prospérité économique, Salman Béas, au niveau du... peuple, qu'est-ce que j'allais dire au niveau du mouvement pour la renaissance du Cameroun, j'y arrive. Vous avez des suggestions rapidement parce qu'on nous signale que nous sortons progressivement vers cette émission, mais je parle de propositions véritables pour un Cameroun prospère. Hein. Je vais vous dire, Yves Sandio, si vous aviez suivi du moins le programme de société que notre candidat, à l'époque candidat, Maurice Kamto, a présenté à la population camerounaise. Vous avez l'opportunité d'en reparler. S'il vous plaît. Ce programme politique était tellement détaillé et constructif, de telle sorte qu'il a été adopté et adulé. C'est pour ça que Maurice Kamto a été, à l'issue des élections, reconnu par les vrais résultats sortis des urnes comme étant Salman Béas, vous ne pouvez pas continuer à dévier le débat. Je vais donc vous dire. Je pose une question spécifique. Vous avez parlé du programme du MRC. Je vais au domaine de la santé. Je vous relance très spécifiquement parce qu'on est pris par le temps. On a quelques minutes. Salman Béas, pour ce qui est des suggestions, le MRC aspire forcément à prendre les rênes de ce pays. Donc, forcément, vous avez des propositions. Première chose, je tenais d'abord à mettre tout le monde sur la même longueur. Première chose, dans le domaine politique, et purement politique, il faudrait qu'on ait un appareil politique qui permette de choisir les vrais dirigeants du peuple et d'éviter donc, s'il vous plaît, je suis en train d'aller d'éviter que le choix du peuple soit un choix volé et détourné par certains politiciens malsains. Je vais aller dans le domaine, par exemple, de la santé, où on a bien exposé. Vous avez des suggestions dans ce sens-là? Bien sûr. Nous devions mettre sur pied des vraies politiques de santé qui intègrent... J'entendais des propositions. Chez nous, par exemple, vous nous égarez. Il faut qu'on soit précis. Vous avez parlé d'un programme du MRC qui a fait l'objet... S'il vous plaît. Il faut qu'on soit... Si vous me coupez, je ne vais pas dire. Non, Olivier, on tourne en rond. Je veux juste, de manière spécifique, au niveau de la santé, le MRC entend ceci. Au niveau de ceci, vous avez... Je suis en train de vous expliquer. Assurance santé universelle, mettre sur pied des vrais hôpitaux et des vrais plateaux
techniques, mettre sur pied des centres de formation pour former les vrais médecins qui pourront être... Alors, c'est terminé, c'est terminé, c'est terminé. Merci d'être venu. Il y a des faux médecins au Cameroun. Je ne savais pas qu'il y avait des faux médecins au Cameroun. S'il vous plaît, Salman Béas, on est encore sur le plateau. Merci Charles d'être venu. Vous étiez là pour le compte du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Je remercie également Salman Béas qui était là pour le compte du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Mon cher Borel Olivier était là pour le peuple uni pour la rénovation sociale. Gabriel Ngomsi était là pour le social-démocratique Front ce dimanche. Merci de nous avoir suivis. Restez sur nos programmes qui se poursuivent. Au revoir.